bienvenue. Si vous n'avez pas eu le temps de vous mettre à jour sur les dernières nouvelles locales, ne vous en faites pas parce que TVME est là. Je m'appelle Eric Morrison et voici votre compte-rendu de toutes les nouvelles pertinentes dans la région du Val-Saint-François, ainsi qu'Actonville, la Montérégie, le centre du Québec et maintenant Lanaudière, tel que rapporté par les médias Le Val-Ouest, Radio-Acton et CFNJ. Allons voir ma collègue Julie pour les nouvelles du Val-Ouest et allons de l'avant avec l'essentiel. Alors, merci Éric. Et maintenant, voici vos nouvelles du Val-Ouest. Les élections municipales dans le Val-Saint-François ont été divisées entre continuité et surprise. Sur 18 municipalités, seulement 5 ont vu des courses à la mairie. Mario Côté à Racine, Daniel Veilleux à Saint-Denis-de-Brompton et Amélie Tremblay de Kingsbury ont été réélus, tandis qu'Éric Bossé a battu l'ex-maire Derek Greeley à Lawrenceville. À Stoke, Étienne-Alexis Boucher a remporté la mairie. Le taux de participation a varié entre 15,15 % à Melbourne et 67 % à Kingsbury. Dans les petites municipalités, chaque vote a compté. À Maricourt, Paul Purcell a gagné par 4 voix et à Kingsbury, Amélie Tremblay l'a remporté avec seulement 41 votes sur 73 votants. La baisse du taux directeur par la Banque du Canada réjouit les emprunteurs car elle influence aussi les prêts à la consommation. Le taux moyen pour ces prêts est passé de 9,19 % à 6,43 % en 18 mois. Le taux fixe évolue plus lentement car il est lié aux obligations. Pour les prêts déjà contractés à taux fixe, l'impact ne se verra sentir qu'au moment du renouvellement. Au 1er août 2025, l'ensemble du crédit à la consommation, prêts, automobiles, marge de crédit, etc., consenti par les banques à charte canadienne, s'élevait à 650 milliards de dollars au pays, selon les données de la Banque du Canada. Il s'agit d'une augmentation de 28 % par rapport au 1er janvier 2021, date où cette somme était de 506 milliards. Le camping Melbourne Estrie a remporté le prix Camping de l'année Lucier 2025, la plus haute distinction au Québec. Les juges ont salué la solidarité de son équipe, sa gestion exemplaire des ressources humaines et l'ambiance familiale du site. L'établissement se distingue par ses accréditations Green Step et Qui-Roule, soulignant son engagement en matière d'éco-responsabilité et d'accessibilité. Enraciné dans sa communauté, il entretient de nombreux partenariats locaux et se montre attentif aux commentaires de sa clientèle. Ce prix consacre un modèle de camping innovant, inclusif et durable, reconnu pour la qualité de son accueil et son impact positif régional. Depuis janvier 2025, les services de transport collectif du Québec, dont ceux de la MRC des Sources et du Val-Saint-François, fonctionnent sans financement stable. En l'absence d'un nouveau programme d'aide au développement du transport collectif, les organismes doivent planifier leur budget dans l'incertitude, menaçant leur stabilité financière et la continuité des services. Sans versement depuis mars, une crise de liquidité pourra entraîner des réductions ou des interruptions de services. Ces services essentiels et à but non lucratif ne peuvent survivre avec des solutions temporaires. Les élus locaux pressent le gouvernement d'agir pour assurer leur pérennité et soutenir les communautés. L'auteur Clémence Dumas-Côté, passionnée par l'humanité et les échanges intergénérationnels, a récemment lancé le recueil Mémoires contagieuses au Café Les Trois Boucs. Ce projet poétique, salué par sa sensibilité et son impact, a réuni des aînés autour de souvenirs partagés. Marie-Ève Bourdage du Centre d'art de Richmond a qualifié le résultat de très touchant. Ce lancement fut une célébration de mots et de mémoire collective. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de contacter le Centre d'art de Richmond. La MRC du Val-Saint-François présente son premier guide du citoyen, distribué gratuitement à tous les résidents. Réalisé avec les éditions Média Plus Communication et la Sûreté du Québec, ce guide pratique offre une présentation des 18 municipalités du territoire, des informations sur les services disponibles et une section dédiée à la Sûreté du Québec. Il sera envoyé par la poste et est également accessible en ligne. La MRC remercie les entreprises locales ayant contribué au projet et encourage l'achat local pour soutenir le dynamisme régional. Ce guide vise à renforcer les liens entre citoyens et services municipaux. La municipalité de Lawrenceville a inauguré son nouveau centre communautaire, La Place, en présence d'une centaine de personnes. Ancienne église acquise en 2019,
Le bâtiment a été entièrement rénové pour devenir une salle multifonctionnelle moderne. Le coût des travaux, estimé à 1,2 million, a été couvert par divers partenaires, dont les gouvernements du Québec et du Canada. Le centre accueillera des événements variés et pourra intégrer une cuisine communautaire. Les réactions lors de l'inauguration ont été très positives et une phase 2 est prévue pour le paysagement et le stationnement. Dans un communiqué, le gouvernement du Québec accorde 1 650 399 $ au Centre régional de services aux bibliothèques publiques de l'Estrie pour la période 2025-2028. Ce soutien vise à maintenir des services professionnels, des ressources documentaires, des formations et un appui technologique aux bibliothèques des municipalités de moins de 5 000 habitants. Ce financement assure un accès équitable à la culture et au savoir. Les ministres Isabelle Charret et Mathieu Lacombe soulignent l'importance des bibliothèques pour la vitalité et l'identité des communautés québécoises. La future Chambre de commerce et l'industrie du Val-Saint-François, née du regroupement des chambres de Windsor et de Valcourt, accueille Virginie Fortin comme nouvelle coordonnatrice au développement et aux opérations. Inspirée par la Chambre de commerce des Sources, elle admire leur dynamisme et le modèle de regroupement qu'elle souhaite adapter, notamment pour le financement. Cet automne, la Chambre se mobilise pour recruter de nouveaux membres. René Lapierre, membre du conseil d'administration, visite actuellement les entreprises du territoire. Ces démarches visent à renforcer le réseau entrepreneurial local et à poser les bases solides d'une chambre de commerce active et représentative de la région. À noter que la Chambre de commerce de Richemont a refusé de se joindre au regroupement plus tôt cette année. Le Centre de justice de proximité de l'Estrie offre le service Info-Logement aux personnes aînées de la région. Les personnes aînées sont particulièrement vulnérables face aux enjeux de logement, souvent confrontées à des conditions mal adaptées, coûteuses ou insalubres. En 2021, 21% vivaient dans un logement jugé non acceptable. Avec l'âge, la probabilité de vivre en appartement augmente, ce qui peut compliquer la défense de leurs droits. Le stress lié au conflit ou à un déménagement pousse certains à tolérer des situations inadéquates. Dans ce contexte, un soutien juridique de proximité et un accompagnement personnalisé sont essentiels pour permettre aux aînés, qu'ils soient locataires ou propriétaires, de vivre dans un environnement qui est respectueux de leurs droits et besoins. Vous pouvez aller sur le site Internet www.justicedeproximité.qc.ca/service avec un S/info-logement. Le ministre Bernard Drainville a annoncé l'agrandissement du parc national du Mont-Offord, dont la superficie passera de 59,9 à 108 km². Ce projet, fruit d'une mobilisation citoyenne, sera officialisé par la modification de 2 règlements. Québec investit 39 millions pour acquérir les terrains, sauf un domaine privé autour du lac Larouche, propriété de la famille Bombardier. L'agrandissement aura des retombées économiques importantes pour Racine et Saint-Denis-de-Brompton, notamment grâce à l'inclusion du secteur du lac Montjoie. Et maintenant, pour les sports et événements. Le mois d'octobre marque un excellent départ pour nos équipes sportives de l'école L'Odyssée de Valcourt. En volleyball, les 2 formations cadettes féminines ont terminé 3e de leur groupe. En basketball, les juvéniles ont gagné 35-22 et les benjamins ont triomphé 41-17. En badminton, l'Odyssée a repris la compétition après 2 ans avec des performances remarquables de Véronique Madjin et de Alexis Robichaud. Les mini-spiders s'initient au sport grâce à Olivier Madjin et ses assistants. Les 2 équipes de volleyball et plus de 25 athlètes en cheerleading s'entraînent activement. La saison est lancée plutôt avec énergie et passion. C'est tout pour les nouvelles du Val-Ouest. À toi, Éric. Merci beaucoup, Julie. Donc, maintenant pour les nouvelles de Radio Acton. Après la municipalité d'Upton, c'est au tour de Saint-Liboire de servir un avertissement à ses candidats. La municipalité a publié un message sur ses réseaux sociaux concernant l'utilisation du logo municipal qui est strictement interdite sur les panneaux électoraux et les pamphlets promotionnels des candidats.
Cet avertissement survient moins d'une semaine après une intervention semblable de la municipalité d'Upton pour les mêmes raisons. La présidente des élections à Saint-Liboire mentionne que la municipalité n'appuie aucun candidat et que le règlement est en place par souci d'impartialité. Et voici la situation de la campagne électorale au canton de Roxton. Le maire sortant, Stéphane Beauchemin, retourne à son siège et il sera élu par acclamation. Il s'agit d'un deuxième mandat pour M. Beauchemin qui a succédé à Stéphane Bourgard. Le 7 octobre dernier, un chantier de plantation de 4 jours s'est conclu sur un tronçon de 1,7 km de la Rivière-Noire, sur les terres de la ferme Daniel Noiseux à Roxton Falls. L'équipe d'Arbre Évolution, qui a réalisé le chantier de reboisement, a également injecté près de 100 000 $ dans le projet grâce à la vente de crédits carbone et à des organisations québécoises via le programme Carbone Riverain. L'agriculteur qui a accueilli le reboisement, M. Daniel Noiseux, mentionne que le projet représente un avantage tant pour lui que pour la biodiversité sur ses terres. La FADOC a annoncé le retour du Salon 50+ à Saint-Hyacinthe les 15 et 16 novembre. L'événement se déroulera sous le thème « Vibrer nature et respirer la joie de vivre ». Gratuit et ouvert à tous, le salon abordera plusieurs thèmes comme le voyage, la santé, le sport et bien d'autres. Des conférences animées par plusieurs conférenciers connus seront également présentées. L'événement aura lieu à l'Espace Saint-Hyacinthe au pavillon Solio, situé au 2740 avenue Beauparlant. La municipalité de Wickham a annoncé que la dernière collecte des matières organiques aura lieu le 20 novembre prochain. L'horaire de collecte pour 2026 sera annoncé sous peu par la municipalité. Les collectes de matières organiques devraient reprendre aux alentours d'avril 2026. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet de la municipalité de Wickham. Beaulieu Canada a annoncé avoir présenté une offre finale à ses 155 travailleurs en lock-out depuis 3 semaines. Les négociations tenues le 29 et 30 octobre en présence d'un conciliateur n'ont pas permis d'en arriver à une entente. L'entreprise qualifie cette proposition de globale et finale, estimant qu'il s'agit d'une étape décisive pour mettre fin au conflit de travail en cours depuis le 10 octobre 2025. La direction a demandé que l'offre soit soumise au vote des membres du syndicat, après avoir déjà été présenté 2 propositions au cours des dernières semaines. Le zoo de Granby a reçu des visiteurs pour une dernière fois avant quelques semaines. Le week-end dernier, à l'occasion de l'Halloween, le zoo a complété ses activités spéciales avant d'amorcer la transition vers la saison hivernale. Le zoo de Granby rouvrira ses portes le 26 décembre, tout juste après Noël. Le CRE Montérégie a lancé une stratégie régionale pour contrer les espèces exotiques envahissantes. Le comité de projet, comprenant notamment Serge Dupont, directeur de l'aménagement de la MRC d'Acton, travaillera à définir des objectifs prioritaires et à co-construire un plan d'action commun. Le plan prévoit aussi la création d'une structure de gouvernance pour encourager les projets collaboratifs. Les espèces visées incluent végétaux, animaux et micro-organismes introduits hors de leur milieu naturel. Le CRE souligne que ces espèces représentent une menace sérieuse pour la biodiversité et les écosystèmes de la Montérégie. Alors, plusieurs résultats officiels des élections municipales sont maintenant connus. À Actonville, le maire Éric Charbonneau est officiellement élu sans opposition, confirmant ainsi la confiance renouvelée des citoyens envers son administration. Du côté d'Upton, le maire Robert Leclerc obtient également un nouveau mandat par acclamation sans adversaire déclaré. À Saint-Nazaire-d'Acton, Kevin Delarosby est élu maire par acclamation. Et à Saint-Théodore-d'Acton, Guy Bond accède également au poste de maire par acclamation, aucune campagne électorale n'ayant eu lieu. Ces réélections témoignent de la stabilité politique des régions et de la continuité des projets municipaux amorcés au cours des dernières années. Les conseils municipaux respectifs devraient entrer en fonction prochainement pour amorcer un nouveau cycle de gouvernance locale. La ville d'Actonville tiendra une nouvelle activité d'accueil pour les nouveaux arrivants. Une trousse de bienvenue sera distribuée aux nouveaux citoyens qui sont établis à Actonville entre le 18 novembre 2024 et le 9 novembre 2025. La date limite d'inscription à l'activité est le 10 novembre et celle-ci peut se faire par courriel à jessica.bedard@ville.actonville.qc.ca ou par téléphone au 450-546-2703, poste 101.
L'activité se déroulera le 16 novembre à 13h30 au Carrefour des Générations, situé au 1535 3e Avenue à Actonville. L'organisme SP Canada Centre du Québec, fondé en août 2000 à Drummondville, célèbre ses 25 ans d'engagement auprès des personnes atteintes de sclérose en plaques. Devenu un pilier communautaire, il offre une variété de services adaptés: activités physiques encadrées, conférences, soutien à l'accès au logement, véhicules adaptés, équipements spécialisés et aides financières. Au fil des années, il a organisé de nombreuses activités de financement comme la campagne de l'œillet, le Ville autour de l'amitié, les rendez-vous AEW et la marche SP. L'organisme poursuit sa mission de soutien et de sensibilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.spcentreduquebec.ca. Et maintenant pour les sports et événements. Les voltigeurs de Drummondville ont poursuivi leur excellent voyage sur la route avec 2 nouvelles victoires. Vendredi, le 31 octobre passé, les hommes de Sylvain Favreau ont défait les Saguenayens de Chicoutimi 2-1 en prolongation grâce à un but du jeune défenseur de 16 ans, Xavier Cormier. Le lendemain, ils ont vaincu le Dracard de Bécomo 5-3, prolongeant ainsi leur série victorieuse. L'équipe conclura son périple ce jeudi contre les Tigres de Victoriaville avant de revenir à la maison pour accueillir les Sea Dogs de Saint John vendredi et l'Armada de Blainville-Boisbriand dimanche. Les 3 matchs seront diffusés sur 103.7 Radio Acton. Le bataillon de Saint-Hyacinthe continue d'accumuler des points précieux en ce début de saison, malgré quelques revers. L'équipe de Dominique Lapensée a subi une défaite de 4-3 en prolongation contre l'Assurantia de Thetford vendredi, afin de rebondir samedi avec une victoire convaincante de 6-1 face au Marquis de Jonquière. Gabriel Labbé s'est distingué vendredi avec 2 passes, tandis que Philippe Sanché a brillé samedi avec 1 but et 3 passes. Le gardien Zachary Boutier a disputé les 2 rencontres, signant la victoire samedi. Le bataillon sera de retour à domicile vendredi pour affronter les 3L de Rivière-du-Loup au stade LP Gaucher. Les lauréats du cégep de Saint-Hyacinthe ont terminé au premier rang de la Division 2 après une victoire de 31-14 face au cégep Édouard-Montpetit, samedi le 25 octobre. La formation du cégep Mascoutin obtient donc son laissez-passer pour affronter le cégep de Lévis en demi-finale du football de la RSEQ Division 2. La rencontre est une reprise des 2 dernières finales du Bol d'Or et a lieu samedi, le 8 novembre à 13h au cégep de Saint-Hyacinthe. Le cégep de Lévis a obtenu une victoire à l'arraché en quart de finale 19-13 contre le collège Montmorency pour obtenir son laissez-passer. L'autre demi-finale opposera le cégep de Sherbrooke au cégep Lionel Groulx vendredi soir à 19h30. Les lauréats visent un 3e bol d'or consécutif. Et les Gaulois de Saint-Hyacinthe ont connu un week-end difficile, subissant 2 défaites en moins de 24 heures. Vendredi, le 31 octobre, la formation mascoutaine s'est inclinée 7-5 contre le Blizzard du séminaire Saint-François, malgré une poussée de 3 buts en 3e période. Thomas Favreau s'est démarqué avec 3 points. Le lendemain, les Gaulois ont subi une lourde défaite de 8-1 face aux Albatros du Collège Notre-Dame, dominé par Éloï Bénard, auteur d'un tour du chapeau et d'une mention d'aide. L'équipe d'Alexandre Perron tentera de rebondir mercredi soir sur la route contre les Lions de Lac-Saint-Louis à 19h. Cette émission ne serait pas possible sans la précieuse collaboration de Cooptel. Cooptel vous offre une vaste gamme de forfaits pour la télévision, la téléphonie et l'Internet, convenant à tous les types d'utilisateurs et à tous les budgets. Le Val-Ouest, le premier média web indépendant, local et régional au service des citoyens de la MRC du Val-Saint-François. Radio Acton, une radio par et pour les gens d'ici qui contribue au rayonnement et à la vitalité de notre région en misant sur ses forces. Et enfin, CFNJ, la station de radio de la région de la Naudière, dont la mission principale est l'information régionale. Et maintenant, pour les informations de Lanaudière fournies par notre collaborateur, la radio CFNJ. Tourisme Lanaudière lance le premier appel de projet dans le cadre de l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2025-2027
en collaboration avec le ministère du Tourisme. Ce programme vise à appuyer les entreprises touristiques lanaudoises dans leur démarche de développement, d'innovation et de transformation numérique, dans une perspective durable et responsable. La date limite pour obtenir un formulaire est le 21 novembre et la date limite pour déposer un projet, le 28 novembre à 17 h par courriel. Et maintenant, dans un dossier qui progresse quand même assez rapidement, les compressions de 120 millions imposées à la Sûreté du Québec par le gouvernement Legault provoquent l'inquiétude dans l'Anaudière. Les postes de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Gabriel-de-Brandon figurent parmi les 12 fermetures envisagées, représentant près de 10 du budget de la SQ. Ces mesures pourraient entraîner la disparition des patrouilles de nuit et l'abolition de la direction des crimes financiers. Les préfets Isabelle Perrault et Patrick Massé dénoncent l'absence d'informations et réclament le maintien de la couverture policière. L'Assemblée nationale a d'ailleurs voté à l'unanimité une motion déposée par Jennifer Macaron pour empêcher la fermeture des postes régionaux. Le docteur Amir Kadir, qui pratique à l'hôpital Pierre-le-Gardeur, risque une radiation de 12 mois. Il a plaidé coupable aujourd'hui à 12 chefs de ne pas avoir respecté son engagement de 2020 au Collège des médecins de cesser de prescrire une antibiothérapie prolongée aux patients atteints de la maladie de Lyme. Au moins 150 patientes auraient reçu cette thérapie sur une longue durée, mais le Collège des médecins a choisi de ne se pencher que sur les cas de 12 patientes. Durant l'audience, le syndic du collège a estimé qu'il y avait risque de récidive de la part du docteur Kadir. Le lien interrive du barrage Matawan sera fermé du lundi 3 novembre au vendredi 7 novembre inclusivement, de 7h30 à 16h30. Cette fermeture s'applique à tous les usagers et usagères. Le lien sera ouvert chaque jour de 16h30 au lendemain matin. Cette mesure vise à assurer la sécurité des travailleurs et travailleuses lors des travaux réalisés dans le cadre d'une inspection de routine exigée par le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique et de la faune et des parcs. Ces travaux n'auront aucun impact sur les manœuvres habituelles effectuées en période automnale pour la gestion du niveau de l'eau du réservoir Taureau. Le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, et le député fédéral de Montcalm, Luc Thériault, dénoncent la décision des Forces armées canadiennes de reprendre l'envoi de déchets contaminés de la base de Bagotville vers le site d'enfouissement Signataire. Ces polluants éternels, utilisés autrefois dans des mouches chimiques, sont reconnus comme nocifs et potentiellement cancérigènes. Tremblay affirme ne pas avoir été informé, malgré ses démarches auprès du bureau du premier ministre. Thériault, qui réclame un moratoire, s'indigne du double standard fédéral. La base de Borden élimine ses déchets par traitement thermique, contrairement à Bagotville. Et maintenant, pour des résultats d'élection, plusieurs municipalités de Lanaudière ont vu du changement à la tête de leur conseil municipal. À Crabtree, Étienne Dupuis devient maire après avoir battu Édouard Jeté. À Saint-Ambroise de Kildare, Éliane Neveu l'emporte sur le maire sortant Michel Dupuis, tandis qu'à Sainte-Paul, Marc Pelletier est élu. À Sainte-Mélanie, Huguenot devance Yves Blanc et à Saint-Thomas, Mario Rondeau bat André Champagne. À Lanoret, le maire sortant, André Villeneuve, conserve son poste de justesse. À Saint-Ligory, Pierre-Luc Gaudreault est élu avec une courte avance. Et enfin, à Mascouche, Guillaume Tremblay et à Repentigny, Nicolas Dufour sont réélus. Et Lanaudière arrive au premier rang au Québec pour ce qui est du recours à l'aide médicale à mourir. 13,4 des décès y sont attribuables alors que la moyenne provinciale est près de 8 La présidente de la Commission des soins de fin de vie, la Dr Lucie Poitras, avance que le Québec est au premier rang sur la planète quant au recours à l'aide médicale à mourir. Elle ajoute qu'il y a tellement eu de discussions au niveau de la société sur ce point-là qu'il y a une acceptation sociale plus grande. La majorité des Québécois décédés par l'aide médicale à mourir étaient âgés de 70 ans et plus et combattaient un cancer, une donnée qui semble s'appliquer à la région. À Saint-Cuthbert, la réfection du pont d'étagement de la route 138 entraîne la fermeture d'une direction à la fois de l'autoroute 40 jusqu'au 7 novembre. Cette entrave est rendue nécessaire en raison du chantier de réparation de la dalle du pont d'étagement qui a commencé en mai. La circulation se fait à contresens sur la chaussée
opposé de l'autoroute 40, et ce, sur une voie, par direction entre les kilomètres 145 et 152. La limite de vitesse a été abaissée et variera entre 70 et 90 km/h. Toutefois, la bretelle de la sortie de l'autoroute 40 qui mène vers la route 158 demeure ouverte. La réouverture de la route 138 est prévue au cours de la semaine du 10 novembre. Et la compagnie Nouveau Monde Graphite de Saint-Michel-des-Saints ajuste sa stratégie d'affaires afin d'élargir l'éventail des marchés qui seraient preneurs de son graphite, qui sera transformé à Bécancour au centre du Québec. La vice-présidente d'affaires publiques, Julie Paquet, nous a indiqué que bien que toujours au rendez-vous, les partenaires américains GM et Panasonic subissent les effets des tarifs douaniers. Il y a donc possibilité qu'ils se présentent en dehors du marché des batteries pour véhicules électriques. Pour plus d'informations sur toutes ces nouvelles, rendez-vous sur les sites respectifs du Val-Ouest au www.val-ouest.com et de Radio Acton au www.radio-acton.com et au www.cfnj.net. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition et soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de L'Essentiel.